pouvez vous installer confortablement. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Écoute le podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Quentin. Comment ça va, Quentin ? Ça va bien, merci. On accueille aujourd'hui avec nous un invité, ou c'est plutôt lui qui nous fait l'honneur de nous recevoir dans ses locaux. Olivier Mesdames, président et fondateur de Happinov puis de la marque Konix, est avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, merci de nous recevoir ici dans vos locaux. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Bonjour Quentin, bonjour Corentin. On va donc parler de Konix, cette marque d'objets et de prises connectés que vous avez fondée. Donc pour les auditeurs, quand on parle d'objets connectés, c'est des objets qui sont pilotables via le téléphone, voire même par la voix quand on passe par différents outils comme Google Home ou Alexa par exemple. Mais avant de parler de tout ça plus en détail, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous et de votre parcours jusqu'à la création de la société Happinov puis de la marque Konix ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis ce que j'appelle un geek primitif, ou un geek préhistorique. J'étais un geek des années 1980, donc au début de tout ça. On avait les premiers ordinateurs qu'on démontait, qu'on programmait dans des langages bien primitifs aussi à l'époque. Et je me suis beaucoup intéressé à la technologie des très jeunes. Et ensuite, j'ai été journaliste dans la presse informatique. Donc pendant quelques années, j'ai travaillé pour des journaux comme l'Ordinateur individuel et les journaux de l'époque qui n'existent plus pour la plupart. Et puis quand j'ai arrêté mes études, j'ai commencé à travailler pour une enseigne de grande distribution dans l'implantation de leur catégorie multimédia. D'accord. Puisque à l'époque, le PC individuel n'était pas encore très répandu. On se parle d'une époque où Internet n'existait pas. et les gens commençaient à s'équiper en ordinateur individuel et on a monté ce rayon-là dans cette enseigne. Développer la hotline, développer les rayons, etc. Et là, le rôle est devenu plus commercial. Et l'idée, c'est toujours été, moi, ce qui m'a motivé, c'était toujours de me dire qu'est-ce qui est dans la technologie peut rendre service aux clients, qu'est-ce qui va marcher comme technologie, comment amener la technologie au grand public et faire en sorte d'avoir des produits qui soient utiles pour monsieur et madame tout le monde et faire sortir le produit geek de son cloisonnement de geek. D'accord. Ok, donc vous avez toujours un petit peu baigné dans ce monde-là de l'informatique. À quel moment vous avez décidé de créer votre propre entreprise et pourquoi ce choix aussi de passer ce cap-là et de devenir fondateur et président ? Oui, bien sûr. Alors après cette expérience en grande distribution, je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière. Je suis passé du côté commercial dans les marques. Donc j'ai travaillé comme directeur commercial pour Fujitsu, puis pour Dell, les ordinateurs Dell. D'accord. Un grossiste aussi qui s'appelle Alzo. Et enfin, j'ai été aussi directeur général d'une filiale d'Honeywell qui s'occupait du matériel de sécurité, des alarmes, caméras, produits de surveillance, etc. Et en 2016, j'ai considéré que j'avais assez travaillé pour les multinationales et pour les grandes marques. C'est très instructif, c'est très enrichissant à tout point de vue, mais c'est aussi très stressant, pressant, et puis on ne fait pas forcément ce qu'on a envie, on est là pour servir les intérêts d'une multinationale. Et donc j'ai considéré que j'avais l'expérience suffisante pour pouvoir me lancer dans ma propre aventure. J'avais déjà eu des volontés d'entrepreneuriat, mais j'avais peut-être pas eu le courage de prendre les risques nécessaires. Là, je pensais que le moment était venu. Et en 2016, j'ai senti que ce vieux domaine qu'on appelait autrefois la domotique était en train de prendre un virage nouveau, avec un nouveau nom, Smart Home, mais surtout aussi avec l'arrivée des assistants vocaux, notamment Alexa et Google Home aux États-Unis, qui finalement rendaient l'accès à ces appareils beaucoup plus intuitif, à travers des commandes vocales. Et donc, considérer que l'arrivée de ces outils-là allait donner une nouvelle jeunesse et un nouvel intérêt aux produits connectés. Il y a aussi entre-temps eu le développement
massif du smartphone, qui fait qu'aujourd'hui tout le monde a un outil en main très performant, qui peut servir de télécommande, qui peut servir pour piloter ces appareils-là. Et donc c'était le bon moment pour se lancer dans ce domaine du smart home qui m'intéressait. D'accord. Et donc en 2016, j'ai décidé de créer Appinov. Au début, on a essayé de trouver en Asie ou aux États-Unis des produits un peu innovants qui n'étaient pas forcément encore sur le marché français et qu'on pouvait amener sur le marché français. Et puis au bout d'un an, je me suis rendu compte que tout ça manquait beaucoup d'homogénéité. Il y avait des tas de produits différents, avec chacun avec sa propre application et son propre système de connexion, etc. Et que ça amenait pas une expérience client satisfaisante, hein, de jongler avec ces différents appareils, différentes applications. Et donc on s'est lancé dans la création de la marque Onyx, qui avait comme objectif d'apporter des produits les plus simples possibles, et une seule app pour tout piloter. Ok. Voilà, et quelque chose de le plus intuitif possible. Et donc on a cherché les meilleures solutions possibles existantes, qu'on a adaptées pour lancer cette marque. Et le nom Konix, est-ce que vous avez effectué une réflexion là-dessus? Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Alors ça veut rien dire. Il fallait que ça sonne, que le .com soit libre, Ouais. que ce soit pas trop long. Donc voilà. Tombé là-dessus. Ouais. Il n'y a pas de signification. Non, on a comme cherché plusieurs, plein de noms, puis on a Ok. trouvé que celui-là sonnait pas mal. Et puis effectivement, les URL étaient disponibles. Et élément très important de nos jours, de pouvoir avoir un site à son nom. Donc, et ça limite le choix, parce qu'il y a déjà beaucoup de noms qui sont pris. Bon, on va parler justement un petit peu donc, de la marque Onyx. Vous évoquez la domotique, c'est d'ailleurs le slogan, c'est la domotique pour tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement un peu ce que c'est la domotique pour ceux qui ne connaîtraient pas encore suffisamment ce terme? Oui, moi je résume ça en disant que la domotique, c'est un ensemble de produits électriques, hein. Avant, on avait des produits mécaniques, hein, une machine à calculer mécanique. Puis on est passé aux produits électriques. Après, on est passé aux produits électroniques. Au XXIe siècle, on est en train de passer les produits électroniques à des produits connectés. Demain, tous les produits auront vocation à être connectés, pour une raison ou pour une autre. La domotique, c'est le fait de relier tous ces appareils ensemble pour pouvoir les piloter à distance, pour pouvoir les automatiser. Mais la technologie n'est pas une fin en soi. Automatiser ou relier les appareils, c'est bien beau, mais pourquoi faire? Et donc, la domotique, elle a surtout comme vocation d'améliorer le confort de l'utilisateur et de faciliter son quotidien en automatisant des tâches qui sont répétitives, en les rendant simples. Par exemple, meilleur exemple, moi je rentre chez moi et je dis OK Google, ouvre tous les volets, et j'ai mes 8 volets roulants qui s'ouvrent. Si je devais faire le tour de la maison pour appuyer sur chaque bouton, c'est un peu fatigant. Bon, enfin, en tout cas, c'est fait pour faciliter la vie, rendre les choses plus confortables, plus agréables, plus simples. Ça, c'est le côté confort. Mais il n'y a pas que des bénéfices d'usage de type confort. Il y a aussi sécuriser sa maison, hein, sécuriser chez soi, puisque dans la domotique, ça inclut aussi les caméras de surveillance, les détecteurs d'ouverture, etc. Tout ce qui permet de s'assurer qu'on est en sécurité chez soi. Et ça reste un thème très important pour beaucoup de gens. Et il y a aussi un aspect qui est relativement nouveau, c'est les économies d'énergie. Parce que, à la fois parce que il y a un thème écologique qui n'a échappé à personne, qui rôde depuis quelques années, une conscience écologique qui est en train de s'éveiller ou de se renforcer dans toutes les générations. Et donc on se doit d'essayer de participer à la réduction de l'empreinte carbone. Puis c'est aussi des économies d'argent, parce qu'aujourd'hui l'énergie ça coûte de plus en plus cher. Et donc les gens ont aujourd'hui des outils qu'ils peuvent rentabiliser, c'est-à-dire que certains outils permettent de faire des économies d'énergie et du coup on rembourse son investissement en quelques mois. Alors je vais citer par exemple des appareils qui permettent de contrôler le chauffage à distance et de l'éteindre si pas nécessaire, ou de mettre en place des scénarios un peu sophistiqués pour que ça s'allume que quand c'est nécessaire avec la puissance qui est nécessaire. Des outils qui permettent aussi, on a des prises connectées qui permettent de mesurer la consommation des appareils qui sont reliés dessus. Ça permet de repérer les appareils qui sont gourmands, ça permet de les couper s'ils consomment trop, ça permet de les changer si l'appareil n'est pas efficient.
Donc l'aspect économie d'énergie prend une place de plus en plus importante dans l'usage des produits en domotique. Et voilà, donc c'est la coordination de tout ça, confort, sécurité, économie d'énergie à travers des appareils électroniques reliés ensemble et pilotables à distance et automatisables. Alors parfois on peut se dire que c'est peut-être un peu gadget. Pour vous, on a bien compris que dans votre esprit, c'est une habitude qui va s'étendre et qui deviendra universelle. Tout le monde aura ça chez soi. Et est-ce qu'on n'a pas une partie un peu dangereuse d'avoir ce type d'objet connecté à la maison? Je pense notamment à des hackages ou à des piratages de systèmes. Alors oui, il y a un côté un peu gadget pour certains produits. Il y a aussi des gens qui utilisent ces produits-là pour s'amuser, se faire plaisir, mettre des lumières, des LED qui clignotent, piloter son sapin à distance. C'est pas absolument indispensable, on peut survivre sans tout ça. Mais il y a aussi des fonctions, comme je le disais, qui, elles, ont un réel bénéfice d'usage. Faire des économies d'énergie, c'est pas neutre, à la fois pour le portefeuille et puis pour la planète. Et il y a aussi toute une catégorie de population pour qui c'est bien plus que du gadget, et je reviendrai là-dessus parce que nous, on a des actions autour du handicap, mais quand on a des difficultés à se déplacer, quand on est âgé, quand on est malvoyant, quand on est... eh bien, ces outils-là prennent là une importance vitale. Parce que pour des gens qui ont des difficultés à se déplacer, ouvrir ou fermer les volets à distance, c'est un vrai bénéfice. Pour des gens qui ne voient pas bien, l'assistant vocal, c'est un vrai support à la maison. Donc, il y a à la fois un usage qui est de l'ordre du gadget, et pour des gens qui ont envie de s'amuser avec de la technologie, et il y a aussi des usages qui sont parfaitement utiles, voire indispensables pour certaines personnes. Après, sur la partie de la sécurité, oui, tout produit connecté présente un risque de hackage. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est quel est l'intérêt de hacker votre ampoule électrique dans votre salon. À part l'exploit du hacker, ça a peu d'intérêt. Donc aujourd'hui, le vrai danger, il est plus sur le hackage de votre compte Gmail, sur le hackage de votre Drive, sur le hackage de votre smartphone. Je ne dis pas que le hackage de produits connectés est impossible, mais il présente peu d'intérêt pour le hacker au final. Au niveau des caméras de sécurité, peut-être ça peut être intrusif. Alors, après, oui, c'est à la responsabilité de chacun peut-être de... Claire, alors d'abord, la solution qu'on a choisie aujourd'hui est très protégée contre ça, justement. On utilise un cloud qui a tous les niveaux de sécurité nécessaires. Les caméras qu'on vend, nous, ne permettent pas un accès via une URL. Ce n'est pas des caméras IP qui sont ouvertes, ce sont des caméras qui sont fermées, qui ne peuvent être accédées que via le cloud sécurisé. Ça impose quelques restrictions, mais c'est aussi un gage de sécurité. Et puis également, tous nos produits disposent de firmware qui sont upgradables à distance. En OTA, ça veut dire que si demain on découvre une faille de sécurité sur un produit qui puisse être exploité par un hacker sur les caméras, on a la capacité à répondre avec une mise à jour de la caméra et de la diffuser automatiquement à toutes les caméras qui sont connectées. Voilà. Il y avait eu le cas, il y a 2-3 ans, on avait beaucoup parlé de ces caméras Mirai qui avaient un firmware qu'on ne pouvait pas toucher et donc qui avait servi à faire du hackage. Nous, il n'y a pas ce risque-là de ne pas pouvoir mettre à jour les caméras. Voilà. Après, le risque zéro n'existe pas à partir du moment où il y a une déconnexion. Bien sûr. Vous parliez justement de l'avantage pour les personnes handicapées à mobilité réduite, les personnes âgées. Comment faire pour toucher ces personnes-là, se faire connaître auprès d'elles? Parce que quand on pense souvent objet connecté, on pense plus à la limite aux jeunes ou même au réseau, enfin tout ce qui touche Internet. Comment vous arrivez, est-ce que déjà vous voyez que vos produits aident ces personnes, comment les toucher ces personnes-là et arriver directement chez elles à les aider justement, c'est le but aussi de ces produits. Oui, tout à fait pertinent. D'abord, dans nos clients, il y a essentiellement pas que des jeunes, parce qu'en fait les jeunes s'intéressent à la technologie, certes, mais le client type pour ce type de produit, c'est souvent quelqu'un qui a une maison ou qui est propriétaire, qui est déjà installé, parce qu'on commence à faire des investissements pour sa maison. Donc, on a plus un public familial qu'un public de jeunes et d'étudiants.
Ceci dit, il y a des produits comme par exemple les rubans LED qui sont très prisés par les geeks, par les jeunes. Donc il y en a pour tout le monde. Toucher les personnes qui sont atteintes d'un handicap. Alors c'est une question qu'on se pose, pas parce qu'on veut faire de cette catégorie notre marché principal. Il y a des sociétés qui sont plus spécialisées là-dessus, mais parce qu'on souhaite pouvoir apporter des solutions très économiques à des gens qui ont des handicaps, pas forcément des handicaps très lourds, parce que les gens qui ont des handicaps très lourds bénéficient souvent déjà d'aide et de matériel sophistiqués, professionnels et qui sont payés par la sécurité sociale. Mais ces matériels coûtent très cher et finalement, si on n'a pas une prise en charge totale, on ne peut pas en bénéficier. Alors que nous, nos produits, aujourd'hui, l'idée c'est que même si on n'est pas remboursé par la Sécu, ça reste des produits qui sont à 20, 30, 40, 50 euros. Ce sont des produits et tout à fait accessibles à tout le monde. Donc on essaye de faire savoir cette approche, de trouver aussi des cas d'usage où finalement ça rend un service. On a aujourd'hui un partenariat avec Tony Moggio, je pense que vous avez déjà entendu parler, qui est un ancien rugbyman qui a été élu Toulousain de l'année, je crois, en 2019, qui est donc un ancien rugbyman qui, suite à un accident, est devenu tétraplégique et qui aujourd'hui s'intéresse beaucoup à tous ces produits connectés parce que lui-même, il l'expérimente et ça lui apporte un soutien au quotidien. Donc voilà ce genre d'action et on cherche aussi effectivement des relais pour toucher cette population, mieux comprendre les besoins des personnes. Alors là, je parle de toute forme de handicap. Ça peut être celui qui s'est cassé les ligaments croisés au ski et qui va se retrouver 1 mois et demi dans un plâtre, etc., et qui peut pas bouger facilement, jusqu'à des personnes qui ont totalement perdu la vue, etc., et qui ont besoin d'outils au quotidien pour les avertir de telle ou telle action dans la maison. Il n'y a pas un canal déterminé pour ça, c'est un work in progress. Alors, on va parler un petit peu de votre catalogue. Donc, pour l'instant, vous avez, donc dites-moi si je me trompe, mais donc il y a des luminaires donc, sur lesquels on peut contrôler donc, l'activation, l'intensité de l'éclairage et parfois la couleur, donc avoir des lampes rouges, bleues, etc. Vous avez également des prises sur lesquelles on peut contrôler donc, l'activation. On a parlé des caméras, il y a également des détecteurs de mouvement. Du chauffage également, on peut régler l'intensité ou l'activation, etc. Comment est-ce que vous ciblez les produits que vous voulez intégrer dans votre catalogue ? Alors, on cible les produits en fonction de l'universalité de l'usage et du besoin. Il y a plein de besoins spécifiques, mais nous, ce qu'on a cherché dans un premier temps, c'est les besoins qu'on retrouvait le plus souvent chez la majorité des gens. Donc, l'éclairage, c'est le premier usage de la maison connectée du Smart Home. Pourquoi ? Parce que, l'usage est évident, c'est-à-dire les gens comprennent tout de suite à quoi ça peut servir. C'est pas cher, c'est facile à mettre en œuvre. Par exemple, allumer ses lumières à distance quand on est dans son canapé, régler l'intensité lumineuse, ça c'est un confort qu'on n'avait pas forcément avec des ampoules traditionnelles, et pouvoir ajuster l'intensité. Mieux, aujourd'hui, nos produits permettent aussi d'ajuster ce qu'on appelle la température du blanc, c'est-à-dire avoir un blanc plus ou moins chaud, plus ou moins froid. Par exemple, le soir, on va plutôt mettre un blanc chaud qui tire un peu vers le jaune pour avoir une ambiance plutôt cosy. En revanche, si on est en train de manger ou en train de lire, on va pouvoir un blanc plus froid pour vraiment bien voir ce qu'on a sous les yeux. Donc on a besoin d'ajuster et finalement quand on commence à goûter à cette capacité à ajuster, après on a du mal à revenir, de revenir en arrière. C'est vrai. Ouais. L'éclairage connecté permet aussi de simuler une présence si on n'est pas là, permet aussi de s'assurer qu'on ne laisse pas des lumières allumées pour rien. Donc il y a beaucoup d'avantages et l'éclairage connecté c'est le premier usage le plus évident. Les prises connectées c'est un peu le couteau suisse de la domotique, c'est-à-dire que derrière une prise connectée vous mettez l'appareil que vous voulez. Et après, vous le pilotez à distance. Donc ça peut être, par exemple, je mets mon ventilateur et je dis « Ok, Google, allume le ventilateur » sans bouger de mon canapé. Donc c'est l'outil idéal des feignants, mais pas que, parce que ça permet aussi d'éteindre, par exemple, la lampe de chevet du petit qui avait un quart d'heure pour lire et qui dans sa chambre, on lui a dit « T'as 15 minutes » et puis après, hop, ça coupe automatiquement ou on le coupe à distance.
Donc ça permet plein d'usages. La prise connectée, on peut piloter plein d'appareils, un chauffage d'appoint, chacun trouve son usage. On a interrogé d'ailleurs nos utilisateurs sur ce qu'ils en faisaient et on a eu plein de réponses diverses et variées. C'est intéressant de voir ça. La prise connectée aussi permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certains modèles d'avoir un compteur de consommation. Et donc, soit de vérifier la consommation d'un appareil, soit aussi de lier une action à la consommation. Par exemple, si mon PC descend en dessous de 50 watts en consommation, c'est qu'il est inactif, donc je peux le couper au bout d'un quart d'heure, pour éviter qu'il reste en veille pour rien, par exemple. Bon. Donc il y a plein d'usages possibles. On a ensuite des volets roulants, des interrupteurs pour les volets roulants, donc ouvrir, fermer ces volets roulants à heure fixe ou en fonction par exemple du coucher du soleil. Chez moi, ils sont programmés pour se coucher, pour se fermer au moment où le soleil se couche, plus 15 minutes. Donc ça, le soleil, il se couche tous les jours à une heure différente. Donc quand vous programmez vos volets pour se coucher à 18h30, c'est pas pratique. En hiver, c'est trop tard. En été, c'est trop tôt. Là, l'intérêt, c'est que le fait qu'on soit connecté à Internet, on récupère l'information de l'heure de coucher du soleil sur Internet au quotidien et le volet va se fermer au bon moment. Donc, c'est des usages plus intelligents. C'est pour ça, les Anglais appellent ça le smart home, maison intelligente. En français, maison intelligente, ça fait un peu... Nous, on a du mal à utiliser ces termes de intelligent pour remplacer smart. On dit connecté, mais finalement, le mot smart en anglais est pas mal parce que, au-delà du fait d'être connecté pour quoi faire? L'intérêt, c'est d'être intelligent, c'est-à-dire d'agir en fonction de critères et de paramètres qui suivent votre mode de vie, quoi. Voilà, donc c'est ça, ce côté intelligent. Après, il y a encore d'autres produits qui arrivent. On a un thermomètre connecté, on a des détecteurs d'ouverture, des caméras extérieures, intérieures. Le prochain produit qu'on va sortir, qui sortira en juin, Scoop, parce que ça n'a pas encore été annoncé, c'est un robinet connecté pour le jardin. D'accord. Donc, vous mettez ça sur votre robinet extérieur et vous allez pouvoir déclencher l'ouverture à distance ou par scénario du robinet pour, par exemple, soit de l'arrosage automatique, pour faire de l'arrosage automatique à moindre frais, on va dire, par rapport à des systèmes automatisés qui peuvent être un peu chers, ou pour différents usages de type remplir la piscine ou remplir la gamelle du chien, etc. On peut imaginer plein de choses. Donc, robinet connecté. Donc, la gamme s'étend de 5 à 6 produits par an. D'accord, pour couvrir un maximum d'usages. Est-ce que vous effectuez une veille concurrentielle par rapport à ça, notamment je pense au Philips Hue ou d'autres produits? Est-ce que vous les prenez en compte quand vous concevez un produit, ou est-ce que vous êtes vraiment focus sur votre propre marque sans regarder tout ce qui se passe Bien sûr, on s'intéresse à ce que fait la concurrence, notamment les meilleures marques et les plus grandes marques. Philips, par exemple, a une offre d'excellente qualité en éclairage, plus cher. C'est vrai. Mais c'est aussi... mais les produits sont de bonne qualité. Et ils ont une expérience et un recul aussi avec les utilisateurs qui est intéressant. Nous cherchons pas toujours à avoir le produit le plus sophistiqué. Oui. Entre un produit très sophistiqué mais un peu compliqué à mettre en œuvre ou un produit plus basique mais très simple à mettre en œuvre, on va choisir plutôt le produit facile à mettre en œuvre parce que notre objectif, c'est que le client arrive tout seul à se débrouiller et que le produit soit pas trop cher non plus. Mais on se base moins sur ce qu'a fait la concurrence que sur ce que les expériences des utilisateurs nous racontent sur les besoins. Mais comme les concurrents font aussi, j'espère, pour eux la même chose, bien sûr, on retrouve des choix communs, bien sûr. Donc on a compris aussi qu'il y a un fort aspect écologique aussi au sein de Konix. Là, c'est de la French Tech, c'est aussi important. On voit aussi sur votre site, il y a un petit label EcoVadis Grade Silver. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce Oui, absolument. Donc, alors déjà, tous dans l'entreprise, on est sensibilisés à l'écologie à titre personnel. C'est un sujet... pour lequel je me sens concerné depuis longtemps, même si nos actes au quotidien ne sont pas toujours en phase avec nos belles idées. Donc après, on a tous chacun
se secouer un peu pour essayer de mettre en place nos actions, des actions qui soient en phase avec nos idées et nos souhaits par rapport à l'écologie. Et assez rapidement avec Conix, on s'est dit on doit travailler à ce que l'entreprise réduise son empreinte environnementale et son empreinte carbone. Alors, le produit en lui-même déjà peut aider, est déjà un outil, en tout cas certains de nos produits. Et là, je parlais tout à l'heure de contrôle du chauffage, des prises connectées avec compteur de consommation, de stopper les appareils à distance, de mettre des scénarios en place. Tout ça, c'est très bon pour réduire les consommations. Une étude du CNRS il y a quelques années avait montré que un utilisateur qui est équipé d'un chauffage connecté consomme 23% de moins qu'un utilisateur qui n'est pas équipé d'un chauffage connecté. Alors, c'est conséquent. Voilà, la stat date d'un peu, mais elle montre une tendance parce qu'on fait plus attention, parce qu'on a les moyens d'automatiser les choses et de mettre en place des scénarios. Donc ça, c'est la première chose, c'est essayons d'amener d'amener sur le marché des produits qui vont aider les clients à eux-mêmes réduire leur empreinte. Mais on ne va pas se le cacher, on est aussi sur des produits électroniques qui sont fabriqués avec du plastique, avec des métaux, etc. Donc on n'a pas que des produits qui sont bénéfiques pour la planète. Quand on se met un ruban LED dans son sapin, c'est d'abord pour se faire plaisir, c'est pas pour réduire son empreinte environnementale. En revanche, dans nos opérations nous-mêmes, c'est-à-dire quand on fabrique un produit, on se doit de faire en sorte que le produit qu'on va vendre l'année prochaine soit plus vertueux que le produit qu'on a vendu l'année dernière. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, moi, j'aime pas trop. On surfe pas trop là-dessus. On veut pas faire du greenwashing. On veut essayer de s'améliorer doucement. On fait pas des promesses qui sont intenables parce qu'on sait qu'on a aussi des produits. Ils doivent être accessibles à tout le monde. Hein, si on veut un produit aujourd'hui, le verre, ça peut coûter beaucoup plus cher. Hein, si vous remplacez tous les produits. Donc on y va pas à pas, mais on a souhaité être audité par rapport à ça. Donc Ecovadis est une société qui audite les entreprises sur leur démarche environnementale et sociale. Hein. Ça ne couvre pas que l'environnemental, mais aussi le social, le respect des règles sociales et les avantages qu'on peut amener à nos équipes. Et on a été récompensé d'une médaille d'argent pour notre plan RSE, parce qu'on a un plan moyen terme pour travailler à réduire notre empreinte écologique. Je ne vais pas dire que empreinte carbone, parce que ça ne concerne pas que le carbone, mais ça concerne aussi les pollutions liées aux métaux, liées au plastique, etc. Donc par exemple, en 2021, on a supprimé tout le plastique de nos emballages. Donc aujourd'hui, tous les emballages de nos produits sont en carton. D'accord, ok. Recyclés en partie. Tout ce qui est sachets plastiques, blisters qui calent les produits, voilà, tout ce qui est plastique, on l'a éliminé de nos emballages. Et là, on est dans une démarche pour introduire de plus en plus de plastique recyclé dans les produits eux-mêmes, même si ça doit avoir un impact sur la couleur des produits, puisque c'est pas toujours neutre. On impose aussi des normes aux usines avec lesquelles on travaille. Et on a une réflexion, et dans nos usages internes aussi, on essaie d'économiser l'énergie, etc. Donc, mais on prétend pas être les plus vertueux de la planète, et donc on n'en fait pas un argument de vente plus que ça aujourd'hui. Un jour ou l'autre, on sortira une gamme green, mais quand on sera certain que le produit, il apporte réellement un vrai différenciateur par rapport à ce qui existe sur le marché, et de dire voilà, ce produit-là, il est réellement beaucoup moins polluant que le produit d'à côté. Aujourd'hui, c'est trop tôt. Là aussi, c'est un work in progress, et on veut surtout que l'année prochaine soit mieux que l'année d'avant à ce sujet. En tout cas, c'est une démarche assez franche, enfin, les propos que vous tenez, quand vous dites pas de greenwashing, etc. Vous n'en faites pas un argument de vente, c'est quelque chose sur lequel d'autres entreprises ne lésinent pas et n'hésitent pas à sauter sur l'occasion de faire du greenwashing pour vendre leurs produits. Ça revient un peu, comme on disait en off tout à l'heure, l'épisode qu'on avait tourné avec la société Etikis, qui avait monté un label long time, donc de durabilité des produits. Est-ce que ce type de label, donc, qui garantit le fait que votre produit est durable, ça vous intéresserait? Ça serait pour vous peut-être la possibilité d'en faire un argument de vente, puisque c'est comme le Silver Grade, une médaille quoi, qui serait apposée sur votre packaging. Est-ce que ça vous intéresserait ce genre de label?
Alors oui, bien sûr, parce que je pense que c'est une tendance, hein, la durabilité des produits, la capacité à se recycler facilement, la capacité à être réparé facilement. Vous savez que maintenant, il y a de plus en plus de produits sur lesquels il y a un indice de réparabilité à apposer, hein, les ordinateurs, les télés. Nous, c'est pas encore le cas pour nos produits. La difficulté sur les produits électroniques, hein, c'est que la durabilité, c'est bien, mais la plupart du temps, les gens remplacent les produits, non pas parce qu'ils ne fonctionnent plus, mais parce que des nouvelles technologies sont sorties et qui les poussent à remplacer les produits. Donc, bien souvent, les produits ne sont plus utilisés alors qu'ils pourraient continuer à être utilisés. On a tous chez soi des vieux PC, des vieux smartphones qui marchent encore, mais qu'on n'utilise plus parce qu'ils ne sont plus au goût du jour. Donc, nous, la réflexion, elle est plus de ce côté-là, aujourd'hui, d'essayer de trouver des choses qui vont, des solutions technologiques qui vont durer dans le temps. Et ça, c'est pas simple parce que les standards évoluent. On a beau dire qu'on va faire un produit qui va durer 15 ans, on sait que c'est pas c'est pas la réalité de l'usage du consommateur. Donc, voilà. Ouais, mais ça rejoint exactement ce qu'on dit dans le précédent épisode, en tout cas. Donc, Ouais, non, mais on a fait le tour un petit peu de la marque. On a très bien compris donc comment vous fonctionnez. On va parler maintenant de vos locaux, de votre délocalisation à Toulouse, parce que vous n'étiez pas à Toulouse au début. Pourquoi avoir choisi Toulouse? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que c'est une ville qui est bénéfique pour ce genre de marque, d'entreprise? Pour vous, voilà, pourquoi ce choix de Toulouse? Alors, c'est essentiellement un choix personnel. Quitte à être le fondateur et le patron de la boîte, autant choisir où on va s'installer. c'est pas faux. Au début, on s'est installé. Je vivais en région parisienne, donc j'ai installé l'entreprise en région parisienne, mais j'ai un petit projet dans la tête depuis pas mal d'années de descendre vers le sud. J'ai de la famille qui est à Toulouse ou autour de Toulouse. On aime cette ville. J'aime le côté à la fois. C'est une vraie grande ville dynamique, mais en même temps qui reste à taille humaine, qui n'amène pas le stress qu'on peut connaître à Paris. Et quand on circule à Paris tous les jours et qu'on fait 1h30 de bouchon le matin, 1h30 le soir pour rentrer chez soi, que tout est très bruyant, très cher, etc. Il y a une pression à Paris qui est fatigante à la longue. Et donc j'avais en tête à un moment donné de descendre l'entreprise à Toulouse, et une fois qu'elle a été un petit peu lancée, c'est ce qu'on a fait, et donc on a décidé à titre personnel de déménager. En plus, maintenant il y a les outils pour travailler à distance, donc j'ai une partie de l'équipe qui est à distance, on a un commercial qui est à La Rochelle, voilà. Donc aujourd'hui ça pose pas de problème. Il fut une époque où tout était tellement centré sur Paris que si vous faisiez du business en n'étant pas à Paris, vous partiez avec un boulet au pied. Aujourd'hui, je crois que c'est plus le cas et que c'est très bien de renforcer. La France est beaucoup trop centralisée. Il y a beaucoup trop d'activités économiques uniquement à Paris et pas assez en province. Donc, je pense que c'est très bien. Ça donne du boulot aussi à des gens du coin. Puis ici, il fait beau, beaucoup plus souvent qu'à Paris. Les gens sont plus sympas. La ville est belle, donc voilà, c'était plus un choix de cœur qu'un choix de raison. Ok, très bien. Est-ce que vous dites pain au chocolat ou chocolatine? Alors, j'ai fait des efforts pour m'intégrer. Je dis chocolatine, je dis une poche pour quand j'en ai besoin, et je suis les résultats du Stade Toulousain pour aussi ne pas être ridicule lors des dîners de salon. Très bien, très bien. Donc vous parliez, vous avez un petit peu des commerciaux comme à La Rochelle. Plus rien à Paris, ou il y a encore pareil des commerciaux? Non, il n'y a plus aucune activité sur Paris même. Okay. Et maintenant, donc Toulouse, est-ce qu'il y a de l'activité ailleurs aussi? Oui, on a aussi un bureau qui est à Taïwan. J'ai un de mes collaborateurs historiques qui s'occupe de la partie qualité, sourcing, produit, qui est lui-même installé depuis très longtemps à Taïwan, à titre personnel. Sa femme est taïwanaise et il est installé là-bas. Et c'est lui qui est en relation avec les usines, hein, parce qu'il ne faut pas se le cacher aujourd'hui, il est impossible de fabriquer de l'électronique grand public en dehors de l'Asie. C'est pas seulement une question de coût, hein. On pourrait revenir sur la question de la réindustrialisation de la France. Et il y a d'ailleurs un programme lancé par le gouvernement qui est assez intéressant sur le sujet, mais
l'électronique ne sera pas le premier concerné parce que réindustrialiser l'électronique en France, c'est extrêmement compliqué. Il faut tout un écosystème de sous-traitants et de fabricants de composants. Il ne s'agit pas seulement d'assembler les produits, mais il faut faire venir tous les composants électroniques, et les composants électroniques sont tous fabriqués là-bas. Donc si on devait par exemple assembler un de nos produits ici, au-delà du surcoût que ça représenterait, ça voudrait dire qu'au lieu d'importer une prise finie, j'importerais 30 composants différents qui viendraient eux-mêmes tous d'Asie. Donc on a cette problématique aujourd'hui que fabriquer de l'électronique grand public en dehors de l'Asie, c'est aujourd'hui pas possible. Et c'est vrai que c'est une réflexion que les gouvernements peuvent avoir, mais aujourd'hui on essaye de faire au mieux, c'est-à-dire de faire fabriquer là-bas, mais avec des normes et un cahier des charges conçu ici. Le marketing est fait ici, le support client est fait en France, un maximum de la valeur ajoutée reste en France, mais on a une petite équipe qui est en Asie pour contrôler la partie production. D'accord. Donc vous nous accueillez aujourd'hui dans votre lieu de travail, votre laboratoire à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe entre ces murs? Alors ici donc on a les bureaux où on s'occupe de l'administratif client, c'est-à-dire de tout ce qui concerne les commandes clients sur notre site, les commandes de nos distributeurs et revendeurs, parce qu'on travaille avec la grande distribution, on travaille avec Orange, on travaille avec Casino, on travaille avec Boulanger, on travaille avec Monsieur Bricolage. Il y a beaucoup d'enseignes qui distribuent les produits Konix. Et donc, on a ici deux types d'activités administratives. Servir les clients particuliers qui ont commandé sur notre site. Alors, c'est les expéditions pas d'ici. On a un prestataire logistique qui fait partir les colis un par un. Mais on traite cette partie administrative et le suivi client. On a aussi ici le support client, c'est-à-dire le support technique. Quand un client a une difficulté, on ne le laisse pas tout seul. Alors là, c'est aussi l'avantage d'avoir une marque française, c'est qu'il y a un service client, que si les clients nous posent des questions, on est toujours là pour leur répondre et on prend grand soin de comprendre les cas particuliers, de ne pas laisser un client sans solution. On pense d'ailleurs, il y a un point intéressant dans nos produits, c'est que les gens ne viennent pas acheter qu'une seule fois. Aujourd'hui, si vous commencez à équiper votre maison en domotique, vous n'avez pas qu'une seule ampoule, vous n'avez pas qu'une seule prise, vous n'avez pas qu'un seul volet roulant. Donc potentiellement, un client satisfait, c'est un client qui va acheter 5, 10, 15, 20 produits. Donc notre objectif, c'est qu'il soit satisfait dès le premier achat, pour que les 15 produits suivants, ils viennent les racheter chez nous et pas chez un autre. Fidéliser le client. Et on pense que fidéliser le client aujourd'hui, ça passe d'abord par évidemment lui donner satisfaction et lui apporter un support. Nous, on vise encore une fois pas des clients qui sont geeks, on vise des gens pour qui aujourd'hui le simple fait de dire on va connecter en Wi-Fi, pour certains, ça commence déjà à ressembler à un gros mot. Donc nous, on essaye de leur démontrer que c'est très simple. Et que s'ils s'en sortent pas avec la lecture rapide de la petite notice à l'intérieur, ils peuvent nous contacter et qu'on va apporter des solutions. Et ça nous paraît très très important parce que à l'arrivée c'est l'usage qui compte, c'est pas seulement le produit, c'est d'avoir une expérience qui soit satisfaisante. C'est un effectif de combien de personnes ici? Combien de personnes vous entourent et travaillent pour Konix? Alors, en collaborateur direct de la société Konix, on est 7. Mais on fait beaucoup appel à la sous-traitance. On essaye d'être en entreprise agile. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait appel à des spécialistes pour chacun des sujets. Par exemple, tout ce qui est le web design et la maintenance web, on a un spécialiste qui n'est pas de l'entreprise, mais c'est un partenaire. On a un partenaire logistique pour les expéditions. On a une agence de presse aussi externalisée qui s'occupe de nos relations presse. Voilà, donc ici, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui nous apparaît être vraiment là où on doit faire la différence, c'est-à-dire le service client, le marketing et le choix du bon produit, la définition du produit lui-même. Après, les aspects opérationnels, logistiques, etc., on considère qu'il y a déjà des gens qui le font très bien et qu'on n'a pas de raison
d'embarquer ce type de fonction. D'accord. Et donc vous, quel est votre rôle de président là-dedans? Quelles sont les activités auxquelles vous participez Alors, encore une fois, on est une petite entreprise, donc le rôle d'un président, c'est un peu de tout faire. Ok. Alors maintenant, je m'occupe moins de support client ou de tests de produits ou de choses comme ça, chose que j'ai faite au début, mais on a une équipe, donc ça sert aussi à ça. Mais c'est vrai que l'activité est très variée. Je fais du commercial parce que les clients, on a des gros clients et que c'est important d'avoir du contact direct. Je participe à la sélection et à la définition des produits, au marketing aussi avec l'équipe. Donc on fait un petit peu de tout pour rester aussi très proche de l'écoute du client. On va parler maintenant un petit peu du développement de la marque. Comment elle est implantée en France? Comment elle est présente en France? Vos ventes, comment ça se passe? Alors, le Covid a un petit peu changé la donne. Jusqu'en 2019, on avait à peu près un tiers de notre activité qui était sur le web, via notre site web, via Amazon, via les marketplaces, et les 2 tiers de nos ventes qui étaient en magasin. Donc différentes enseignes. Donc on a les magasins de bricolage, il y a beaucoup de magasins de bricolage qui proposent nos produits. Il y a, comme je disais, boulanger, casino, il y a des magasins Intermarché, des Leclerc, etc. Et notre volonté était forte d'implanter ces produits en magasin pour aider à les démocratiser, justement, parce que pour sortir du côté web only et du côté... et donc nous on considère aujourd'hui qu'il faut vraiment avoir une approche, ce qu'on appelle maintenant, avec un vilain néologisme qu'on appelle le phygital. C'est une expérience physique et digitale, que le client puisse voir, repérer les produits sur internet, mais puisse aussi aller les voir en magasin, voir peut-être une démo en magasin. Si vous allez au magasin Casino à Fenouillet, là, comme je leur fais un petit peu de pub, il y a un stand de démo de produits Konix et les gens peuvent les voir fonctionner. Pour beaucoup de clients, c'est important de pouvoir toucher le produit, de pouvoir voir comment il fonctionne, comment il éclaire, etc. Donc on pense que l'expérience online n'est pas toujours suffisante, surtout pour un premier achat, et que les gens ont besoin de voir les produits en magasin. Avec le Covid en 2020, les ventes magasins ont souffert, beaucoup de magasins ont été fermés, donc on a, nous, pas mal travaillé aussi à améliorer la qualité de notre présence sur Internet, la qualité de nos fiches produits, avoir des meilleurs visuels, des vidéos, parce que ça permet de renseigner le consommateur. Et donc aujourd'hui, du coup, ça a rééquilibré, et aujourd'hui, on a à peu près la moitié de notre activité sur Internet et la moitié de notre activité en magasin. D'accord. Ok, d'accord. On est très présent chez Orange aussi, et on va bientôt aussi être dans une autre grande chaîne télécom. On ne peut pas encore annoncer, c'est officiel. Très bien. Vous avez mentionné que le service après-vente était disponible en plusieurs langues. Est-ce que ça signifie que vous avez donc des ventes à l'international, en Europe ou ailleurs Oui, alors aujourd'hui, on assure un support en italien, en espagnol, en anglais et en français. Bon, on va pas se la raconter. Aujourd'hui, on fait 95 voire 98% en France. Mais on a un travail en cours d'internationalisation de la marque. On vend déjà via Amazon en Italie, en Espagne, en Allemagne, via Amazon, parce que c'est assez simple, mais il suffit pas d'être présent sur Amazon. Si votre site web n'est pas correct dans la langue, si vos fiches produits sont pas corrects, si le support technique, etc. Donc on est en train de travailler aujourd'hui à amener le même niveau de service dans chaque langue, le même niveau d'information. Et donc ça fait partie de nos projets aujourd'hui, notamment Espagne et Italie, Belgique. Belgique, on est déjà pas mal présent. D'étendre la visibilité de notre marque sur ces pays. D'accord. Ok. Du coup, on parlait un peu, vous avez dit c'est quand même beaucoup en France encore. Comment vous communiquez justement via les réseaux sociaux ou via les boutiques aussi? Enfin voilà, vous êtes présent en magasin, etc. Quelle est votre stratégie, vous, de communication? Voilà, comment vous communiquez? Le premier axe de communication pour nous, ça a été la presse et les blogs. La presse, qu'elle soit écrite ou maintenant online. Mais ce sur quoi on a compté, et on est parti du principe qu'on était confiant dans la qualité de nos produits et que c'est d'abord les autres qui allaient en parler, les faire connaître. Et donc, on travaille beaucoup avec la presse high-tech et la presse généraliste à leur prêter des produits, à faire en sorte qu'ils en parlent et qu'ils fassent des reviews,
qui sont toujours objectifs, mais comme on a des bons produits qu'on a bien sélectionnés, en général, les avis sont très positifs. Et donc, c'est notre premier axe pour, je dirais, valoriser la marque aujourd'hui. C'est faire en sorte que les experts en parlent le mieux possible. Ensuite, il y a évidemment les réseaux sociaux sur lesquels on a encore des progrès à faire, mais on a fait des gros progrès sur ces 2 dernières années. On a évidemment un compte Facebook, un compte Instagram. On fait un peu de Twitter, même si ce n'est pas le canal principal. Et on essaye d'amener de plus en plus de contenu. On a également un groupe Facebook où notre communauté d'utilisateurs peut échanger, parler entre eux. On compte pas mal sur la communauté aussi. Le bouche à oreille, c'est important. C'est-à-dire que si un client, on disait autrefois qu'un client satisfait en parlait à 3 personnes, alors qu'un client insatisfait en parlait à 7 personnes. Donc il faut absolument qu'on ait des clients satisfaits. C'est ce qui va faire un bouche à oreille positif. Et éviter surtout les clients insatisfaits parce que ça peut évidemment nuire rapidement à la marque. Et comme en plus maintenant ça circule très vite avec les réseaux sociaux, voilà. Il y a aussi les avis sur Amazon qui sont un élément très important. Donc on essaye de faire en sorte d'avoir un maximum d'avis pour que les gens soient éclairés sur le produit. Voilà, on fait pas de pub de type institutionnel, presse écrite ou de pub sur la marque. On essaye vraiment, nous, de baser notre communication sur l'expérience des utilisateurs. D'accord. Ok. Vous nous avez parlé tout à l'heure que la majorité de vos clients, c'était donc des familles ou plutôt des gens, des particuliers. Est-ce que vous avez des clients professionnels ou des catégories spécifiques Oui, bien sûr. Alors, il y en a pas mal et c'est un axe de développement très fort d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on a véritablement démarché. On n'a pas cherché à démarcher les entreprises parce que démarcher les entreprises, c'est compliqué, ça réclame pas mal de ressources. Donc, on a des clients professionnels presque, je dirais, de manière accidentelle. C'est-à-dire qu'eux identifient leurs besoins. C'est pas nous qui les avons démarchés, c'est eux qui nous démarchent en général. Donc, on a des écoles, on a des petites entreprises, on a des plus grosses entreprises pour s'équiper en interne pour leurs besoins. Là, je parle bien de clients qui achètent non pas pour revendre, mais pour s'équiper, pour utiliser. Finalement, il y a beaucoup, et notamment pour les petites entreprises, les besoins sont assez proches de ceux d'un particulier. Surveiller ses locaux, surveiller sa porte d'entrée, réguler son chauffage sans mettre trop d'argent dedans. Donc il y a beaucoup dans les TPE, ce qu'on appelle le marché SO, des clients qui ont un comportement de particuliers qui peuvent. Mais on n'a pas aujourd'hui spécifiquement des canaux de distribution professionnels et on n'a pas cherché à démarcher. On pense que c'est vraiment un axe de progression parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui pour lesquelles on pourrait montrer un ROI, Return on Investment, sur leurs achats. C'est-à-dire que voilà, le coût d'usage aujourd'hui peut être positif sur les produits et donc les entreprises ont des intérêts à s'équiper. Donc oui, moi j'estime qu'aujourd'hui on a entre 10 et 20% de nos utilisateurs qui en fait ont un usage professionnel ou un usage mixte. Okay. Très bien. On a bien cerné du coup toute la marque, comment elle fonctionne, quelles sont... comment elle fonctionne. On a bien cerné la marque, etc. À présent, on va parler du futur. Quel avenir pour Conix? Quels sont vos objectifs à moyen et long terme aujourd'hui? Notre objectif, c'est déjà sur notre segment, c'est-à-dire sur le côté maison connectée pour les particuliers, sur des appareils comme ça très accessibles. On travaille à être numéro 1 en France sur le sujet en termes de volume. C'est déjà plusieurs centaines de milliers d'appareils qui ont été distribués dans des foyers français. Donc notre objectif, c'est de continuer à grandir pour être incontournable sur le marché français, pour nous aider aussi à aborder les marchés à l'export. Ensuite, donc première étape, consolider nos positions en France en ayant vraiment une offre, une gamme la plus complète possible et un réseau de distribution le plus complet possible. Ensuite, aborder les marchés italiens et espagnols
parce qu'ils sont, en termes d'usage et de produits, relativement proches des marchés français. En plus, l'Espagne, c'est pas loin. Donc ça, c'est un potentiel de croissance aussi. Vous avez mentionné le professionnel. Ça fait partie de nos projets de sortir un catalogue dédié pour les professionnels pour que, au-delà du produit lui-même, ils puissent comprendre les usages et les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Et voilà, c'est déjà pas mal. Si on arrive à ça, j'irai dans les 2-3 prochaines années. Ensuite, notre challenge, c'est de toujours prendre les bons virages technologiques. Parce qu'on est dans des métiers où les choix technologiques peuvent être gagnants à un moment donné ou perdants à un autre. Il ne faut pas se tromper de choix. Donc, il faut être toujours vigilant à être sur les bons choix technologiques. Bon, mais c'était très complet en tout cas, je pense. On a bien fait le tour de tout ce qu'on voulait voir avec vous. Comme d'habitude, on a demandé à nos auditeurs et auditrices s'ils avaient des questions via nos réseaux sociaux. Vous avez déjà répondu même à certaines questions au fil de la discussion. Une question n'a pas été traitée. Combien de temps avez-vous mis combien de temps faut-il pour être rentable? Combien de temps quand on monte une entreprise Alors nous, on était une petite entreprise et on n'avait pas des moyens illimités. Donc on avait un impératif de rentabilité assez court. On n'est pas Google ou Amazon qui peut tenir 10 ans en perdant de l'argent avant de commencer à en gagner. Donc on a été rentable au bout de 2 ans. Aujourd'hui, on peut pas dire, c'est pas une grande profitabilité. Il y a encore du travail à faire pour que ça soit réellement. Mais on arrive à équilibrer et à ne pas s'endetter et voilà. Aujourd'hui, à fonctionner. Au moins à break-even, c'est notre objectif sur les 2-3 ans qui viennent. C'est pas forcément de dégager des profits importants, c'est de continuer à pouvoir faire croître notre base d'utilisateurs sans perdre d'argent, de manière à asseoir nos positions. Okay. Très bien, c'est bon. On a fait tout le tour de ce qu'on avait. On va passer à notre petite tradition, donc ça on va sortir un petit peu de tout le sujet, voilà, où voilà, on a une petite tradition donc au sein du podcast, une partie recommandation. Donc nous on a nos recommandations et on demande à nos invités à chaque fois si ils ont quelque chose à recommander, que ce soit un artiste, un livre, un film, une chanson, un chanteur, enfin quelque chose de culturel, à partager, voilà, à faire de la pub, quelque chose qui vous a plu récemment et que vous voulez partager. Donc si vous avez quelque chose comme ça que oui, bien sûr. Bien sûr. D'abord, je vais parler d'un livre. Alors, il y a évidemment plein d'ouvrages culturels qu'on pourrait recommander, mais moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'humanité et on a tous conscience qu'on est sur une seule et même planète avec des gens qui viennent tous de la même origine. Donc, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué qui est Sapiens de Yuval Noah Harari, qui est un gros pavé mais qui se lit très bien. Que mon fils est actuellement en train d'écouter en livre audio, donc il est aussi disponible en livre audio sur Audible ou d'autres plateformes. C'est vraiment un ouvrage passionnant qui permet de comprendre notre civilisation en fait, pourquoi on en est là, comment on en est arrivé là et quelles sont les règles qui régissent en fait le comportement des humains. Ça permet de prendre beaucoup de hauteur et beaucoup de recul. Ça, c'est pour ceux qui vraiment approfondir ce sujet et apprendre beaucoup. Après, dans les activités récentes, le film qui m'a marqué un peu ces derniers temps, c'est Don't Look Up. Donc, je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer exactement de quoi il s'agit. Mais je pense que beaucoup de gens ont réagi à ça et qu'on parlait d'écologie et d'urgence écologique et comment on peut être aveugle par rapport à quelque chose qui va nous tomber dessus tôt ou tard. Puis j'aime aussi beaucoup la musique puisque je suis moi-même musicien amateur. Alors j'ai des goûts qui sont plus 20e siècle que 21e siècle, donc je suis pas sûr que vos auditeurs vont... Mais dans les concerts récents que j'ai pu voir d'un groupe récent, je suis allé voir avec mon fils le groupe Kaleo. D'accord. Blues, bon blues, rock qui tâche avec une très belle voix. Ouais, très sympa ça. Et donc,
s'il passe dans le coin, je vous recommande d'aller voir ça. Ok, merci. Bah, très bien. Corentin, je t'écoute pour ta. Ouais, ta alors petite moi reco. c'est une émission qui passe sur Canal+, une émission Canal+, qui sera assez facilement. Alors le format, ça date, j'ai découvert ça assez récemment, mais ça existe depuis un peu plus longtemps, qui s'appelle tout simplement En Aparté, où un invité vient dans un décor d'appartement, est libre de faire ce qu'il veut, se déplace. Il y a plein d'objets qui lui rappellent lui, tout simplement. On parle de lui, de sa carrière. Donc récemment, il y a eu Romain Ntamak, on parlait du Stade Toulousain. Donc récemment, il y a eu Romain Ntamak, mais c'est partout. Il y a eu des sportifs, des chanteurs, des écrivains, beaucoup d'invités différents. Et c'est très intéressant. Du coup, la personne est dans l'appartement et une journaliste qu'on ne voit pas, on entend juste sa voix, lui pose des petites questions, le fait aller dans des endroits dans l'appartement. Aussi, il y a tout un dialogue qui se crée et qui avance au fur et à mesure. On revoit des images d'archives de la carrière de la personne, quand c'est des images de films, les premières scènes, les premières télés pour certains. Et voilà, c'est hyper intéressant. C'est des formats assez courts de entre 30 et 40 minutes, où on apprend à connaître de nombreuses personnes. Romain Ntamak, c'était quelqu'un quand même on n'entend pas spécialement, assez timide ou quoi que ce soit. Là, j'ai vu récemment l'humoriste Paul Mirabel aussi, qui paraît timide, et voilà, ça permet aussi à ces personnes de s'ouvrir différemment dans des décors qu'ils apprécient, puisqu'il y a plein de choses qui leur rappellent de nombreux souvenirs. Du coup, très intéressant, et ça se regarde très facilement. La pause midi, moi souvent c'est ce que je fais, une petite pause midi, un petit épisode, et voilà, permettre de mieux connaître un petit peu les personnalités qu'on a en France. Ok. Donc voilà, Quentin, toi, à ton tour. Alors ma recommandation, c'est une série Apple série donc. Et donc je me pose dans mon canapé et je fais appel à ma prise connectée Konix, et donc je lui dis allume le projecteur. Et ensuite je lance ma petite série, donc ça s'appelle Ted Lasso. C'est une série en 3 saisons, donc il y a 2 saisons qui sont déjà sorties, la 3e est en production, devrait sortir fin 2022. Donc le contexte de la série, ça se passe dans un club de foot anglais, donc on suit en fait l'entraîneur de ce club, mais la série en elle-même n'a rien à voir avec le foot ou quoi que ce soit. C'est plutôt sur tout ce qui va être gestion du groupe en fait, et donc c'est plutôt axé sur les relations humaines, tout ce qui peut se passer dans la vie d'un homme et des gens qui l'entourent. Et en fait, ce personnage-là, son trait de caractère, c'est qu'il est vraiment très optimiste et très enthousiaste. Donc ça redonne aussi un peu le sourire quand on est dans un mood pas très agréable. Ça fait toujours plaisir de regarder un épisode de Ted Lasso. C'est des épisodes d'environ 45 minutes, des saisons de 13. Donc voilà, ça se grignote assez facilement, ça donne le sourire, et c'est assez cool à regarder, même si on ne suit pas du tout le foot ou qu'on n'y connaît rien. Ça en parle très peu, c'est surtout, comme je l'ai dit, axé sur les relations humaines ou tout ça. Donc ça m'a beaucoup plu, et donc j'attends avec impatience la 3e saison qui devrait arriver sous peu. Et bien voilà, des séries, des émissions, des livres, de la musique, des films, on a fait le tour. On peut pas faire plus. On approche de la fin, ça touche à sa fin l'émission. Merci beaucoup de nous avoir donc déjà accueillis ici, dans vos locaux. Merci d'avoir répondu à nos nombreuses questions. On espère que l'expérience vous a plu. Voilà, Oui, très intéressant. Très intéressant, et puis je suis convaincu que ce type de format correspond vraiment à notre époque, quoi. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Très bien. Et bien pour vous, auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à partager cet épisode si vous a plu, à en parler autour de vous, à vous renseigner pourquoi pas sur la marque Konix si ça vous intéresse également. Et voilà, n'hésitez pas également, si vous nous écoutez via Apple, à nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est gratuit, ça nous fait de la visibilité en plus, donc ça nous fera très plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.